Bonjour Philippe Val. Bonjour Steve. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. C'est un plaisir. Vous êtes journaliste, chroniqueur sur Europe 1 après avoir dirigé Charlie Hebdo et France Inter. Et vous publiez aux éditions de l'Observatoire un essai revigorant intitulé Rire, soit une tentative de prise de distance légère et érudite face aux troubles de l'époque, face à la couardise et à la haine qui se sert parfois du mode humoristique pour diviser. On y reviendra sans doute. Philippe Val, on n'a pas toujours eu la tête à rire ces derniers mois, en particulier depuis le 7 octobre. Pourquoi est-ce que vous y croyez encore? Pourquoi est-ce que vous voyez toujours dans le rire un moyen pacifique de résister malgré les épreuves? Vous savez, il n'y a pas de vrai rire. Enfin, il y a du ricanement, de connivence. Si vous pensez la même chose que moi politiquement, par exemple, vous détestez tel homme politique, je vais dire une blague méchante sur lui, ça vous fait rire, mais c'est un rire de connivence, parce que je sais que vous êtes d'accord avec moi. Et je m'y attends finalement. Vous y attendez. Le vrai rire, c'est pas celui dont je parle. En tous les cas, c'est un rire de surprise. C'est quelque chose qui nous cueille et qui révèle quelque chose de nous-mêmes, parce qu'on n'a pas prévu de rire. On est chopé par une blague énorme qui peut même nous choquer, qui peut nous sembler tellement transgressive, tellement tabou, mais on peut pas s'empêcher de rire. Du coup, ça libère quelque chose en nous et ça nous fait percevoir quelque chose de la réalité d'une certaine façon. Et il n'y a pas de grand rire sans tragique. Et je pense que, d'ailleurs, l'humour juif en est la preuve, mais les grands humoristes, qui sont pas forcément des professionnels de l'humour, comme Shakespeare ou Rabelais ou même Montaigne à sa façon, ce sont des gens qui cultivent la surprise. Ils nous surprennent par ce qui arrive. Et ça provoque quelque chose qui est à la base de toute la grande philosophie européenne, qui, comme chacun sait, est produit d'une hybridation judéo-grecque. Toute cette grande civilisation européenne, sa philosophie est basée d'abord sur l'étonnement, et l'étonnement que la réalité soit ce qu'elle soit. Voilà. Elle est basée aussi sur d'autres choses, le souci de l'existence de l'autre. Mais c'est cette surprise qu'il faut savoir cultiver, cet étonnement. Hier soir, quelqu'un nous a surpris. Hier soir, une humoriste était sur la scène des Nuits des Molières. Elle n'était pas là pour faire rire, mais pour rompre le silence. Écoutons ensemble un extrait de l'intervention de Sophia Aram. Nous qui partageons la liberté de pousser un cri sur toutes les scènes de France, ou de hurler nos indignations sur tout et n'importe quoi dans des tribunes dont la plupart sont co-signées par Annie Ernaux, je pense que nous devrions aussi faire attention à nos silences. Car voyez-vous, dans le brouhaha de nos indignations faciles, le silence, même relatif, après ce 7 octobre, dans lequel 1200 Israéliens ont été massacrés, est assourdissant. Et s'il est évident que nous partageons tous ici les appels au cessez-le-feu, comment être solidaire des milliers de civils morts à Gaza sans être aussi solidaire des victimes israéliennes ? Philippe Val, le fait que ce soit une humoriste qui appelle à briser le silence, l'omerta d'une partie assez large du milieu artistique face au massacre du 7 octobre, face à la flambée de l'antisémitisme, face au maintien des otages à Gaza, qu'est-ce que ça révèle de l'état de la société française? Elle est gonflée parce que, voilà, il y a tout un... On n'attend pas ça d'une personne d'origine arabe. Et elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien les risques qu'elle prend. Elle sait très bien la façon dont on se fait traîner dans la boue sur les réseaux sociaux. Mais Sophia est courageuse. Elle l'a toujours été. Et c'est moi qui l'ai embauchée à France Inter, si je n'ai pas de mémoire. Donc je savais ce que je faisais à peu près. Mais une fois de plus, elle nourrit ses blagues, ce qu'elle fait sur scène, etc., par ce qu'elle trouve tragique dans la société. Et même des choses très dures, très difficiles. Il y a des blagues juives sur le pire de tout, sur la Shoah, et qui sont des choses époustouflantes, parce que vertigineusement intelligentes. Une fois de plus, le rire est un dévoilement, et un dévoilement de la réalité dans ce qu'elle a de stupéfiant. Et puis, peut-être aussi que ça révèle quelque chose qui veut rester digne en nous. On peut pas passer notre vie à pleurnicher. On peut pas passer notre vie, par exemple, je peux être la victime de quelqu'un, mais je ne suis pas une victime. Je ne me résume pas
au fait d'être une victime. Je ne veux pas l'être une victime. C'est une manière de combattre. C'est une manière de combattre. C'est une manière de... Par exemple, vous voyez, quand les Allemands, les nazis bombardaient Londres, le ministre de l'Intérieur anglais a fait fermer les théâtres et les cinémas, a fait un décret à cause des lumières, du monde dans la rue, etc., le soir. Et Churchill a dit « No way !» On ouvre les théâtres et on ouvre les cinémas. Il faut que les gens continuent à vivre, à rire, à s'amuser, sinon on ne pourra pas gagner la guerre. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une force vitale qu'il faut toujours garder en nous, qui est à la fois notre dignité et une façon de nous sauver les uns les autres. Se faire rire les uns les autres, même quand c'est très difficile, c'est aussi une façon de se reconnaître entre humains et d'établir une complicité qui nous rassure. Et de sortir de l'isolement aussi ? Complètement, bien sûr, de nous sortir de l'isolement. On se reconnaît vraiment entre êtres humains. Moi, j'étais gosse, j'allais au music hall, j'adorais ça. J'ai vu Fernand Reynaud, je peux vous dire, il y a longtemps, sur scène, la scène de l'Alhambra. Et les gens qui riaient dans la salle, ils venaient, à l'époque, c'était des théâtres très populaires. Il y avait des gens de toute origine, de toute condition sociale. Et le fait de rire ensemble, ça crée une espèce de complicité, mais incroyable entre les gens. Aujourd'hui, vous voyez des gens à l'Accor Arena, tout ça, qui remplissent des trucs de 30 000 personnes. Vous savez pas qui c'est parce que c'est juste des clans de réseaux sociaux. Et ils rient entre eux, donc, ou ils s'amusent entre eux. Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette chose en commun qui peut nous faire rire et qui offense. Le rire est offensant. Hein. Faut savoir que c'est scandaleux. Mais dans notre civilisation européenne, depuis l'Antiquité, dans cette espèce d'athanor magique judéo-grec, ces deux pensées qui n'ont cessé de s'hybrider et qui, en s'hybridant, ont fabriqué l'Europe, le rire a toujours eu un rôle à la fois destructeur et constructeur. C'est-à-dire que le scandale du rire provoque des failles, des fissures dans le conformisme. Et par ces fissures s'engouffrent la science, les arts, l'esthétique, le savoir, la philosophie. C'est par les fissures provoquées par le scandale du rire que ça passe dans notre civilisation à nous, ce qui la rend très spécifique. Continuons, Philippe Val à parler de scandale. Un autre humoriste a fait parler de lui dans une maison qui vous est chère, France Inter. Guillaume Meurice a été suspendu jeudi dernier pour avoir réitéré ses propos, qualifiant Benyamin Netanyahou, je cite, d'une sorte de nazi mais sans prépuce. La plainte pénale qu'il visait a été classée sans suite. Depuis dimanche dernier, l'animatrice Charline Vanhoenacker l'a soutenue publiquement au cours de son émission Dimanche sur Inter. Quand un autre humoriste, Jamil Leschlag, a répété les déclarations de son collègue sur Netanyahou avant d'annoncer la fin de sa collaboration avec la radio publique. On cherche toujours à faire rire là, ou est-ce qu'on frôle littéralement l'antisémitisme décomplexé ? Là, il y a un militantisme politique qui s'exprime dans cette émission depuis longtemps. Alors moi, je ne suis pas pour qu'on les censure ni rien, mais il faut savoir que c'est un militantisme politique. Quand on ne veut pas, quand on a le pouvoir sur les programmes et qu'on est dirigeant de chaîne ou dirigeant d'un groupe, faut savoir ce qu'on veut. Si on veut des émissions militantes d'extrême gauche et pro-palestiniennes payées par l'argent de tous les Français, ou alors on essaye d'équilibrer les choses, parce que c'est juste du militantisme, Philippe Val. C'est pas un peu plus que ça là, en l'occurrence ? Oui, moi je pense qu'il y a un militantisme qui est profondément antisémite, mais moi ça ne me surprend pas. On a commencé à écrire et à travailler là-dessus il y a 30 ans dans Charlie, et déjà Jean Kelevitch avait travaillé là-dessus dans les années 70. Et il est évident qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a des mutations permanentes de l'antisémitisme. Il y a un antisémitisme chrétien qui, au XIXe siècle, est devenu un antisémitisme idéologique, avec Marx d'ailleurs, bizarrement, qui est juif, mais dont le premier livre est un livre antisémite. Et puis ensuite, cet antisémitisme idéologique, avec la création de l'État d'Israël, a muté en antisémitisme géopolitique. La façon d'être antisémite aujourd'hui, c'est ne pas vouloir de l'État d'Israël. C'est comme ça que massivement s'exprime l'antisémitisme. Et vous écrivez que c'est un marqueur identitaire à gauche aujourd'hui. C'est un marqueur identitaire à gauche, moi. Si vous êtes, par exemple, je ne sais pas, moi, dans la tradition rocardienne de la gauche libérale, mais que vous tenez à l'existence de l'État d'Israël, vous faites... Par exemple, c'est un peu mon cas. Si vous voulez, moi, je suis un modéré sceptique en politique. Hein. Bon, voilà. Mais vous vous faites traiter d'extrême droite parce que vous êtes pour l'existence de l'État d'Israël. Donc, vous êtes d'extrême droite, ce qui est totalement aberrant. Mais cette démarche qui consiste à dire que
Machin, qui est pour l'existence de l'État d'Israël, qui n'est pas sans critiquer la politique d'Israël, mais il est d'extrême droite pas à cause de ça. Ça, c'est de l'antisémitisme, qui ne s'applique pas simplement aux Juifs. Mais d'ailleurs, l'antisémitisme n'a pas besoin des Juifs. Comment vous avez trouvé le discours de Gabriel Attal hier au dîner du CRIF? Alors, j'ai un faible, moi, pour Gabriel Attal. Déjà, quand il était au porte-parole, quand il était à Bercy, je trouvais que c'était un très bon ministre. Et là, je trouve que c'est un très bon Premier ministre. Et j'étais hier au dîner et j'ai trouvé qu'il était à la fois très, très juste. Ce qu'il disait était au rasoir, donc talent d'homme politique. Et j'aime beaucoup la politique, donc j'aime bien le talent en politique. Et en même temps, très quelque chose aussi. de très sombre et de très personnel, ramenant ensuite à son expérience personnelle. Oui, sombre, parce que c'est sombre, mais en même temps, le sens des proportions. Moi, j'ai toujours pensé, pour connaître plutôt bien la France, parce que j'y ai travaillé dans toutes les régions, dans des villes, les villages. Pendant 25 ans, j'ai sillonné la France, années 70-80. Donc, j'ai connu des gens partout. J'ai l'impression de connaître autrement que par les livres la France. Je connais les territoires et les gens, les bois, les accents, la bouffe, tout ça. Et je pense que c'est pas un pays antisémite. Je suis même persuadé que ça n'est pas un pays antisémite parce que j'ai fait beaucoup de reportages à l'étranger. Je sais ce que c'est que les pays antisémites. Mais vous savez que les Juifs se sentent de plus en plus seuls? Non, mais bien vous sûr. Le ressentez? Vous sentez, bien sûr. Mais il y a l'antisémitisme réel et l'antisémitisme ressenti. Pourquoi vous le ressentez fort et pourquoi je le ressens aussi fort que vous d'ailleurs, bien que n'étant pas juif? C'est parce qu'ils font beaucoup de bruit, mais que la majorité des gens qui ne sont pas antisémites en France ne font pas de bruit. Et c'est ce que je leur reproche. Il faut faire du bruit maintenant. Aujourd'hui, l'antisémitisme en France a longtemps été, et l'est toujours, une affaire d'élite. Les élites sont antisémites et elles se sont alliées à une immigration dont toute une partie est islamisée et violemment antisémite. Donc, la propagande antisémite pour ces partis d'extrême gauche fait partie d'une stratégie électorale. Et ça fait beaucoup de bruit. Ça s'exprime très fort. Ça s'exprime chez les élites, dans les universités, dans le monde politique, dans les médias. Mais chez le peuple, ça prend pas vraiment. Regardez, hier, j'étais surpris, je regardais la vidéo de Sophia Aram. Les gens dans le théâtre, ils ont tous applaudi Sophia. Et ça, c'est quand même réconfortant. On a l'impression qu'au contraire, ils auraient eu un discours pro-palestinien, ils auraient fait un triomphe. Ben non, c'est pas ce discours pro-palestinien qui fait un triomphe. L'antisémitisme n'est pas populaire en France. Et c'est pour ça qu'il faut le combattre, parce que il est minoritaire, et comme toutes les minorités sont dangereuses et facilement violentes. Ça peut très mal tourner. Et il faut combattre par tous les moyens possibles cette minorité antisémite, et cette élite antisémite doit être discréditée, doit être traînée dans la boue, jugée, condamnée. Aucune pitié, c'est la guerre. Depuis le 7 octobre, on ne peut plus parler de la même façon de l'antisémitisme. Il faut parler plus fort, plus haut. Il faut taper là où ça fait mal. Il ne faut pas se laisser faire. C'est une sorte de guerre idéologique qu'il faut gagner. Il ne s'agit pas de se plaindre, il s'agit d'y aller à la bataille. On ne doit pas laisser ça se répandre. Il en va de l'avenir de l'Europe, dans l'avenir d'une espèce de civilisation humaniste à laquelle on tient, qui est le produit, une fois de plus, je le répète, de quelque chose de commun entre la civilisation grecque, la civilisation romaine, la civilisation juive. Tout ça, ça a fait la France, ça a fait l'Europe, ça appartient à tous ces gens et on ne peut pas le laisser détruire par des gens qui sont la honte de l'Europe. Merci beaucoup Philippe Val pour votre courage et pour votre bruit juste. Je renvoie nos auditeurs à la lecture de votre dernier essai Rire, c'est publié aux éditions de l'Observatoire. À très bientôt dans cette maison. Bon après-midi. Bon après-midi. La journée est belle.